Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse à plusieurs titres de présider cet après-midi sur l'écoféminisme comme directrice de la structure fédérative de recherche Confluence, qui réunit les laboratoires de lettres, langues, sciences humaines, droit, économie, gestion de l'Université d'Angers, comme historienne spécialiste du féminisme surtout, fondatrice du Centre des archives du féminisme qui est installé à la bibliothèque universitaire. Oui, Anne-Rachel ? Je ne vais pas parler longtemps, je dis juste que je suis très heureuse d'être là avec vous et de voir que l'écoféminisme devient un objet de recherche en France et dans l'interdisciplinarité. Je crois qu'on va le remarquer cet après-midi. On va d'abord entendre Jeanne Burgard-Goutal, qui est doctorante à l'Université de Paris 4 et qui est l'auteur d'une notice écoféminisme dans le dictionnaire des féministes qui va paraître en février 2017. Et donc elle va nous parler aujourd'hui de ce que le féminisme apporte à l'écologie. Et je vous donne la parole tout de suite. Merci. Il n'y a pas besoin de micro, ça va vous... Si c'est mieux avec le micro, pour tout, pour l'enregistrement, pour le son. Ah oui, il y a un enregistrement. Alors, je regarde l'heure quand même. Hop, je regarde l'heure pour essayer de ne pas trop dépasser. Voilà, donc le titre que j'ai choisi, Irvi Dartish Trishakti Manavmurti. Donc, en fait, c'est juste pour commenter rapidement, c'est le slogan d'une organisation écoféministe indienne qui est cité dans Écoféminisme de Vandana Shiva et Mariamis. Loin d'aller de soi, l'association entre féminisme et écologie qui est proposée par l'écoféminisme, association qui apparaît clairement dans le néologisme forgé par Françoise d'Aubonne en 1974, est une association qui peut paraître étrange, puisqu'on peut se demander à première vue quel rapport il y a entre, par exemple, d'un côté le réchauffement climatique et de l'autre côté les inégalités salariales entre hommes et femmes, ou encore entre la surexploitation des ressources naturelles et l'oppression des femmes à divers degrés tout autour du globe. Cette relation ne va pas du tout de soi, et c'est pourtant de cette idée forte et étonnante d'une connexion entre ces deux grands travers de la civilisation occidentale moderne, à savoir d'un côté travers antinaturaliste ou écocide, et d'un autre côté travers misogyne ou patriarcal, que par l'écoféminisme. Donc d'abord quelques mots de présentation de l'écoféminisme. Je vais être brève, mais peut-être que c'est nécessaire quand même de présenter un peu ce mouvement pour commencer. Donc il ne s'agit pas d'un courant unifié, mais plutôt d'une nébuleuse très variée et en constante évolution, qui se renouvelle depuis 40 ans, et dont les différentes tendances sont polarisées autour de désaccords parfois virulents. On peut dire que le seul point commun des écoféministes, au-delà de vraiment énormément de divergences, est le souci d'articuler féminisme et écologie à partir de la conviction qu'il existe des liens à la fois historiques, matériels, économiques, symboliques, conceptuels, entre la domination des femmes et la domination de la nature, et par conséquent que la libération des femmes et le respect effectif de la nature sont indissociables. L'écoféminisme postule aussi par conséquent une indispensable connexion entre les remèdes, donc l'idée que l'écologie et le féminisme, pour être conséquents et efficaces, devraient nécessairement aller de pair, voire ne serait au fond qu'un seul et même combat. Les écoféministes entendent ainsi redonner au féminisme son ambition utopiste et révolutionnaire, réduite par le féminisme dominant, de tendance libérale et individualiste, enfin pour le féminisme le plus connu. Pour elle, il ne s'agit pas seulement de militer pour l'émancipation des femmes, mais pour une mutation globale de l'humanité, des rapports entre les sexes, entre les classes, les peuples et avec la nature, afin de résoudre ce qu'elles analysent comme une crise systémique de notre civilisation. À ses débuts, l'écoféminisme s'est déployé surtout dans le monde anglo-saxon et ce qu'on appelait le tiers-monde, sous forme de lutte populaire spontanée,
puis d'ouvrages théoriques. Donc juste 2-3 exemples. À la fin des années 70 et dans les années 80, on a vu se multiplier des mobilisations de féministes contre le nucléaire et contre la pollution en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Dans la même époque, par exemple au Kenya ou en Inde, il y a une multiplication d'associations et d'actions de femmes contre la déforestation et plus largement contre la globalisation et les politiques de développement qui étaient analysées comme étant nocives aussi bien aux femmes qu'à l'environnement. Puis après un recul dans les années 90 et 2000, l'activisme et la théorisation écoféministe connaissent aujourd'hui, depuis 2010 à peu près, un renouveau et s'étendent notamment en Amérique du Sud, où il y a la formation de beaucoup d'associations écoféministes contre l'agro-industrie et contre ce qu'elles appellent l'extractivisme minier. Et aussi en Europe, où on voit essaimer des collectifs écoféministes, notamment depuis la COP21. Enfin, il y a vraiment un renouveau frappant. Voilà, donc, ce que je voudrais examiner ici comme question, c'est la question de savoir ce qu'apporte l'écoféminisme à la réflexion écologiste, et notamment à la réflexion sur la justice environnementale. Donc je procéderai en 3 temps. Pour commencer, je voudrais montrer en quoi l'écoféminisme permet, à mon sens, un approfondissement et ce qu'on pourrait appeler une densification théorique des analyses construites par le mouvement de la justice environnementale. Dans un second temps, je m'attaquerai à des débats plus polémiques, au sens où ils opposent l'écoféminisme à d'autres courants de la pensée écologique que la justice environnementale. Donc des courants à la fois plus connus, plus répandus et plus éloignés de l'écoféminisme, notamment l'écologie profonde et le discours sur le développement durable. Ce que je souhaiterais montrer, c'est que l'écoféminisme peut être un outil de critique de la réflexion écologique mainstream. Et enfin, dans un troisième temps, j'évoquerai, au-delà de cet apport critique de l'écoféminisme, son apport constructif, c'est-à-dire la façon dont il peut renouveler d'une façon originale les concepts, les buts et les idéaux du combat écologiste. Donc, premier point de la justice environnementale à l'écoféminisme. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que depuis quelques années, le thème genre et environnement est particulièrement à la mode. Et pour citer seulement un exemple récent, 3 journées entières viennent de lui être consacrées à la COP22 au Maroc. Donc ici, je développerai 2 points. Donc, déjà, je me demanderai quelle est la pertinence de cet angle de genre dans la réflexion sur la justice environnementale. Et deuxièmement, en quoi l'écoféminisme permet ou peut permettre potentiellement de se prémunir contre le risque de récupération ou d'aseptisation des combats écologistes et féministes, que cette mode, qui en un sens est évidemment une bonne nouvelle, peut aussi faire craindre, et en quoi l'écoféminisme justement donne à l'analyse et à la résolution recherchée de la domination des femmes et de la nature une profondeur et une radicalité importante. Donc tout d'abord sur pourquoi parler de genre et développement et qu'est-ce que la question du genre a à voir avec la question de l'environnement et de la justice environnementale. Donc le point de départ des luttes écoféministes, à la fois celles du passé, des années 70-80 et des luttes actuelles, est assez souvent le triple constat confirmé par les études sur la justice environnementale, que la crise écologique ne touche pas à égalité tous les groupes sociaux, que tous les groupes sociaux n'en sont pas responsables à égalité, et enfin que tous ne contribuent pas à égalité à la lutte contre cette crise. Plusieurs critères permettent d'étudier ces inégalités, donc la situation géographique, le niveau de richesse, l'origine ethnique, etc. Et l'écoféminisme, sans exclure d'autres critères, choisit de privilégier le critère du sexe. Et il montre ainsi que les dégradations environnementales touchent davantage les femmes que les hommes, au nord comme au sud. Alors, à titre d'exemple, je vous ai indiqué dans la feuille que je vous ai distribuée, j'ai repris une déclaration de féministes pour la justice climatique. Voilà, alors en fait, c'est pas moi qui l'ai, c'est Christine. Voilà, donc c'est le premier texte. Donc il y a un collectif qui s'est formé au moment de la COP21, donc en décembre 2015.
Donc pour ce texte-là, je l'ai. Donc les changements climatiques exacerbent les inégalités de genre. La justice climatique est une question féministe. Les catastrophes climatiques bouleversent socialement les communautés. Le risque de subir des violences sexuelles est accru pour les femmes et les filles. Le patriarcat limite la mobilité des femmes et des filles. Elles sont 14 fois plus susceptibles de mourir dans une catastrophe climatique. Les femmes des Suds n'ont pas un accès suffisant à l'information et aux ressources financières pour s'adapter au changement climatique. Les femmes sont partout dans le monde les plus vulnérables au changement climatique. Victimes du tsunami de 2004, 2 femmes pour un homme. Victimes en France de la canicule de 2003, 1,4 femmes pour un homme. Les femmes représentent 20 des 26 millions de réfugiés climatiques dans le monde, soit 80%. Donc ça, c'est une déclaration, mais voilà, tous les associations ou les groupes écoféministes s'accordent sur ce genre de constat. Donc l'écoféminisme commence par mettre au jour ce lien factuel entre les dégradations environnementales et la dégradation de la condition féminine, contre une idéologie dominante, parfois même au sein du féminisme, qui voudrait que la condition féminine s'améliore dans une société à mesure que cette société que le capitalisme et la technologie y progressent. Et c'est sans doute pourquoi, comme le montrent aussi les statistiques, l'engagement écologiste est massivement féminin et l'engagement politique des femmes massivement écologiste. Puisque, comme le proclame donc, ce groupe de féminisme, et en reprenant une exclamation d'une écoféministe qui s'appelle Karen Warren, « Nature is a feminist issue ». Alors, je ne vais pas développer ce point qui a été un petit peu évoqué ce matin déjà, mais de nombreuses écoféministes, notamment des historiennes, montrent que ce lien n'est pas nouveau et que la double dégradation ou la dégradation croisée de la condition féminine et du rapport à la nature qu'on observe actuellement, d'après elle, rejouerait en fait un processus qui a déjà eu lieu au XVIe et au XVIIe siècle, au moment de l'accumulation primitive du capital, et qui a permis la transition au capitalisme par la dépossession des classes populaires, des peuples non européens et des femmes. Et la chasse aux sorcières, que je n'ai pas le temps de développer ici, mais est un des thèmes clés de l'écoféminisme, enfin de l'histoire écoféministe, puisque les écoféministes affirment que cette chasse aux sorcières aurait joué un rôle essentiel dans la transition au capitalisme et dans la dégradation du rapport à la nature et des rapports des sexes. Donc ce qu'on peut noter, c'est que l'écoféminisme ne s'arrête pas à un constat empirique et que c'est là qu'il permet d'aller plus loin. Donc il cherche les causes de ce lien factuel entre dégradation environnementale et dégradation de la condition féminine, et trouve ses causes dans le lien inextricable entre, en tout cas postulé par l'écoféminisme, donc entre la domination des femmes et la domination de la nature, qui seraient en fait les deux faces d'un seul et même processus, celui par lequel s'est constituée la modernité occidentale depuis le XVIIe siècle. Et donc un modèle qui tend aujourd'hui à se mondialiser. Par exemple, pour Mariamis et Vandana Shiva, donc les auteurs de Écoféminisme, le capitalisme serait intrinsèquement patriarcal. Elles utilisent ce concept de capitalisme patriarcal. Pour Caroline Merchant, c'est la science moderne qui, dès sa naissance au XVIIe siècle, serait un projet qu'elle appelle masculiniste. Et certains auteurs remontent plus loin dans le temps. Par exemple, Inestra King, qui évoque, je cite, « les racines interconnectées de la misogynie et de la haine de la nature », qui se serait, selon elle, nouée en Occident dès l'Antiquité, en un inextricable réseau. Donc l'inégalité des sexes face aux problèmes environnementaux ne serait pas un hasard ou une coïncidence, d'après l'écoféminisme, ni la simple conséquence accidentelle de l'inégalité économique entre hommes et femmes ou de la division sexuelle du travail. Elle s'ancrerait en réalité dans une interconnexion originaire et systémique entre domination de la nature et domination patriarcale. Donc il n'y aurait pas simplement un lien factuel et contingent entre la dégradation de l'environnement et la dégradation de la condition féminine, mais un lien systémique et nécessaire. Alors on peut se demander sur quoi s'appuie cette thèse. Donc pour argumenter cette thèse, alors en fait je suis obligée d'aller très vite, il y aura sûrement des choses à creuser dans la discussion, mais voilà, il me semble qu'il y a 3 modèles théoriques distincts qui permettent d'argumenter cette thèse d'un lien vraiment
systémique, originaire et nécessaire entre domination des femmes et de la nature. Donc premier modèle, le modèle de l'analogie, c'est-à-dire l'affirmation que le sort des femmes et celui de la nature seraient analogues et pensables dans les mêmes termes. Domination, oppression, exploitation, asservissement, objectification, réification, construction comme autre de l'homme, comme objet à dominer, etc. Donc, et certains écoféministes creusent cette analogie pour montrer, pour justifier l'idée de lien entre domination des femmes et la nature. Le deuxième modèle, ça serait le modèle de la causalité. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas seulement une ressemblance entre domination des femmes et domination de la nature, pas seulement une analogie, mais une relation de cause à effet. Donc ça peut fonctionner dans les deux sens. C'est-à-dire, on peut soit affirmer que la domination des femmes est la cause de la domination de la nature, c'est-à-dire que ce serait l'organisation patriarcale de la société et de l'économie, et les dualismes centraux de la pensée patriarcale, tels qu'ils ont été analysés par le féminisme, qui seraient la cause profonde de la destruction de l'environnement. Donc à ce titre, la troisième citation, alors bon, la police a été changée à l'impression, donc il y a des chiffres bizarres, désolé. Mais donc la citation de Rosemary Radford Rutter illustre ça. Donc le concept de domination de la nature a été forgé à l'origine sur la domination sociale exercée par des groupes maîtres sur des groupes esclaves, dont la plus fondamentale est la relation entre hommes et femmes. Donc là, il y a bien l'idée d'un lien de cause à effet entre domination sociale des hommes sur les femmes et domination de la nature. Et certaines écoféministes prennent le problème par l'autre côté, en disant que c'est la domination de la nature qui est la cause profonde de la domination des femmes, c'est-à-dire que ça serait une sorte de phobie de la nature hors de nous, des forces naturelles, et aussi de la nature en nous, le corps, les affects, notre propre animalité, qui générerait la phobie des femmes. Parce que souvent les femmes sont prises comme symbole de la nature, donc avec toute la symbolique de la terre-mère, de Dame Nature, de la Pachamama, etc. Et elles sont aussi prises comme symbole de notre naturalité, de la part naturelle, de la part animale de l'humain. Donc la phobie de la nature rejaillirait en phobie des femmes ou en domination sur les femmes. Et enfin, le troisième modèle, qui à mon sens est le plus convaincant, c'est le modèle du réseau, développé notamment par la philosophe écoféministe Val Plumwood, ou Greta Gard aussi, dont j'ai mis une citation ici, qui pose qu'il n'y a pas simplement une causalité linéaire entre domination des femmes et de la nature, ni dans un sens ni dans l'autre, et que c'est pourquoi il est impossible de déterminer quelle forme de domination prime et quelle forme de domination engendre l'autre, mais qu'en fait tout cela formerait d'emblée un nœud, et pour citer Plumwood, tout un réseau complexe de dualisme interconnectés qui s'entreconstitue et s'entre-renforce dès le départ. Et pour signifier ce réseau, on peut reprendre un concept de Derrida dont s'inspire souvent Plumwood, qui est le concept de carnophallogocentrisme, donc une espèce de mot barbare, mais qui montre bien en un seul mot l'articulation de toutes ces formes de domination. Donc peut-être pour éclairer ce modèle, on peut lire le deuxième texte donc, de Greta Gard. Aux racines de l'écoféminisme se trouve la compréhension de l'imbrication des nombreux systèmes d'oppression qui se renforcent mutuellement. Se fondant sur l'intuition du féminisme socialiste, selon laquelle le racisme, le classisme et le sexisme sont interconnectés, les écoféministes ont découvert des relations entre ces formes d'oppression humaine et les structures oppressives du spécisme et de l'antinaturalisme. Le point de départ du mouvement écoféministe fut la prise de conscience que la libération des femmes, but de tous les courants féministes, ne peut être pleinement atteinte sans libération de la nature, et réciproquement, bon, etc. Je ne vais pas vous la citation, mais voilà, pour bien montrer qu'il y a l'idée de ce réseau complètement inextricable. Et donc, par cette analyse radicale au sens propre du terme, c'est-à-dire qui cherche à dévoiler les racines, l'écoféminisme tend à montrer que l'injustice environnementale, dont on commence à prendre conscience, serait ancrée dans une connexion ancienne et profonde entre domination masculine et domination de la nature. Au-delà de cet approfondissement des analyses concernant la justice et l'injustice environnementale, c'est surtout dans son dialogue avec les courants dominants de l'écologie, plus éloignés de lui,
que l'écoféminisme révèle sa puissance polémique par des désaccords plus nets et qui me semblent pouvoir être assez féconds. Donc je passe au deuxième point, donc l'écoféminisme comme critique des courants dominants de l'écologie. Alors ici, par courant dominant de l'écologie, j'entends aussi bien l'écologie profonde, ou deep ecology, que l'écologie superficielle, shallow ecology, pour reprendre une distinction qui est devenue courante. Alors, c'est peut-être pas nécessaire que je développe des formes d'écologie. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'écoféminisme rejette dos à dos les analyses de l'écologie profonde et de l'écologie superficielle, parce que pour lui, il ne suffit pas d'incriminer, comme le fait ce qu'on peut appeler l'écologie superficielle, simplement les dérives, les excès ou les abus du capitalisme ou du système technoscientifique. Il suffit pas non plus d'incriminer simplement le capitalisme ou le système technoscientifique en eux-mêmes, ni, comme le fait l'écologie profonde, la conscience occidentale qui aurait rompu avec la nature, etc. Et ce que montre l'écoféminisme, c'est qu'en accusant ces adversaires-là, l'écologie superficielle et même l'écologie profonde resteraient d'une certaine façon à la surface du problème et surtout resteraient imprégnées par certains des biais contre lesquels lutte l'écoféminisme, en particulier un biais androcentriste et un biais ethnocentriste. Donc il y a dans l'écoféminisme une critique d'autres courants écologistes comme implicitement androcentristes et ethnocentristes. Alors pourquoi cette critique ou pourquoi ce soupçon d'androcentrisme et d'ethnocentrisme de la pensée écologiste dominante? Pour le comprendre, je voudrais juste m'attacher à deux exemples qui sont deux thèmes qu'on trouve souvent au cœur de la pensée écologiste, même de l'écologie profonde, et sur lesquels repose un certain nombre d'analyses et de solutions proposées pour la crise environnementale. Donc ces deux thèmes sont d'une part la question démographique et d'autre part le concept de... alors je ne sais jamais si on dit wilderness ou wilderness. Wilderness, merci. Donc premier point, la question démographique. C'est un thème qui arrive, alors pas toujours rapidement, mais au moins in fine sur le tapis, lorsqu'on évoque les causes et les solutions de la crise écologique. Par exemple, souvent on considère qu'un des premiers ouvrages écologistes, c'est la bombe P, donc P comme population, de Paul Ehrlich. Et que par conséquent, l'écologie, superficielle ou profonde, se voit souvent amenée à prôner plus ou moins ouvertement la réduction des naissances, en une forme de néo-malthusianisme qui débouche, qui peut déboucher concrètement sur des campagnes de stérilisation forcée des femmes dans certains pays du tiers-monde. Et c'est un point sur lequel reviennent beaucoup les écoféministes, et en mettant en évidence ce phénomène, elle cherche à révéler donc l'androcentrisme qui serait latent dans les textes et programmes écologistes mainstream, qui voient la fécondité féminine comme une réalité biologique, comme une sorte de fléau naturel lié au corps de la femelle humaine, au lieu de la voir comme une réalité culturelle liée à des coutumes et à des valeurs concernant les normes sexuelles et genrées, la contraception, l'avortement, l'infanticide, le rôle des femmes, le type de mariage, etc. Donc l'écoféminisme montre que, en considérant et en appliquant une solution technique à la question de la fécondité, en réalité, la pensée écologique ordinaire ou non féministe reste prisonnière de cette vision des femmes et de la fécondité féminine comme biologique. Et qu'en réalité, puisqu'il s'agit d'une réalité sociale, les réponses à apporter sont sociales et non pas techniques. Ce que montre l'écoféminisme, pour le dire autrement, c'est que ce n'est pas en tout cas, ce qu'il cherche à montrer, c'est que ce n'est pas la nature, mais c'est le patriarcat qui est responsable de ce que Simone de Beauvoir appelait la fécondité absurde de la femelle humaine. Et c'est pourquoi, selon lui, on ne peut pas résoudre la crise écologique sans abolir le patriarcat, qu'il soit traditionnel ou ce qu'elles appellent patriarcat capitaliste. Deuxième exemple, donc le concept de wilderness. En fait, dès la fin du XIXe siècle, une réponse apportée par ce qu'on peut considérer comme la première association écologiste, donc le Sierra Club américain, a été la création de grands parcs naturels.
Il s'agissait de lutter contre l'invasion de la culture urbaine, technique, industrielle, en protégeant des espaces dits sauvages, des espaces de wilderness. Et les écoféministes critiquent cette approche-là en posant une question simple, mais assez ravageuse au fond, c'est-à-dire en quel sens et pour qui ces espaces sont-ils vierges? En quel sens et pour qui ces espaces sont-ils sauvages? Certainement pas pour les autochtones qui y vivent et qui en vivent. Et les écoféministes américaines et australiennes révèlent ainsi que les courants, en tout cas beaucoup de courants habituels de l'écologie, se situent implicitement à un point de vue ethnocentriste, en prenant pour vierges des espaces qui ne le sont que du point de vue hégémonique. Et elles incitent donc à voir la question non plus de ce point de vue hégémonique, mais de point de vue marginalisé et dominé, en l'occurrence ceux des communautés amérindiennes pour les écoféministes américaines, ou des communautés aborigènes pour les écoféministes australiennes. Et cette découverte de biais androcentristes et ethnocentristes dans les courants dominants de l'écologie est d'autant plus problématique que ces biais sont au cœur du paradigme carno-phallogocentriste, pour reprendre donc le terme de Derrida, qui constituerait, selon lui et selon les écoféministes, l'armature cachée de notre civilisation, et qui donc serait responsable, entre autres, de la crise écologique. Et on pourrait reprendre, pour clarifier ça, le titre de la black féministe Audre Lorde, qui écrit donc « The master tools will never dismantle the master's house ». Donc il faudrait un changement total de mode de pensée et de paradigme. Par conséquent, pour terminer, je voudrais souligner la tentative de changement de paradigme qu'on trouve dans l'écoféminisme, puisque l'apport de l'écoféminisme ne s'arrête pas à cette dimension critique, et en l'occurrence critique d'autres courants écologistes. Et je voudrais montrer en quoi il permet de repenser les objectifs et les idéaux du combat écologiste en dépassant ceux des courants non féministes de l'écologie. Donc en proposant une radicalisation ou une transformation de ces buts et idéaux. Donc ça sera mon troisième et dernier point. Donc je voudrais partir d'une question très basique qui est donc, généralement que veut l'écologie, ou en tout cas que pense-t-on que veut l'écologie? Souvent on formule son but comme protection de la nature, comme il a dit ce matin. Mais les courants politiques de l'écologie, donc justice environnementale, écologie sociale, écologie politique et écoféminisme, jettent un soupçon sur cette formulation, puisque pour eux, protéger la nature ne peut pas être un objectif suffisant, ni même un objectif souhaitable, si cela passe par l'instauration d'une dictature verte, ou par la protection d'espaces naturels et de ressources saines, mais réservées à une élite au détriment de la majorité. Bref, par l'aggravation des inégalités face aux dégradations environnementales au sein d'un capitalisme vert ou d'un modèle de croissance verte, etc. Et donc ces courants politiques de l'écologie, dont fait partie l'écoféminisme, exigent qu'on articule à l'objectif environnemental un objectif social ou politique, pensé en termes de justice, de démocratie, de meilleure répartition des ressources naturelles, des nuisances et des pollutions, de meilleure répartition du pouvoir de décision en matière environnementale, pensé parfois aussi en termes de solidarité. Et donc cette articulation d'un objectif social ou politique à l'objectif environnemental les conduit à rejeter un certain nombre de slogans et de concepts qui peuvent être courants dans l'écologie mainstream. Donc par exemple le fameux « not in my backyard » ou le concept à la mode d'anthropocène qui nommerait en fait de travers ce qu'on devrait plutôt appeler occidentalocène ou capitalocène ou technocène ou carnophallogocentrocène, puisque accuser l'anthropos sans plus de précision serait en fait une supercherie. Et donc l'écoféminisme porte cette exigence d'articulation des luttes et d'articulation des buts en l'infléchissant de trois façons. Premièrement, en mettant au premier plan la perspective de sexe, et non pas de race ou de classe, même s'il n'en nie pas la pertinence. Et donc, il affirme ainsi que l'égalité entre hommes et femmes, ainsi qu'entre le masculin et le féminin, est la condition d'une société vraiment et durablement écologique. En effet, d'une part, tous les arguments que je vais donner sont évidemment très discutables, hein, mais voilà, je vous présente ce qu'on trouve dans les textes. Donc, d'une part, les activités traditionnellement assignées aux femmes dans la division sexuelle du travail, par exemple l'agriculture vivrière, l'agriculture de subsistance, l'économie domestique, le soin aux personnes. Tous ces travaux traditionnellement assignés aux femmes seraient des modèles de soutenabilité écologique. Et du fait de ces activités,
les femmes se situeraient à un point de vue privilégié, qui en ferait des expertes dotées d'un savoir particulièrement conscient et éclairé en la matière. Pas du tout parce qu'elles seraient naturellement connectées à la nature ou je sais pas quoi, mais parce que socialement, tel est le rôle et la place qui leur a été assignée. D'autre part, si la réévaluation des femmes et du féminin est nécessaire pour l'écologie, ce serait parce que dans la plupart des cosmologies et des systèmes symboliques, alors que ça soit en Occident, mais aussi avec plein de différences et de nuances, mais tout de même en Chine avec le symbolisme du yin et du yang, ou en Inde, par exemple avec la polarité de Shiva et Shakti dans le tantrisme, ou de Purusha et Prakriti dans la métaphysique hindouiste du Samkhya. Dans toutes ces cosmologies, le principe féminin est associé à la fécondité, là je cite Vandana Shiva, donc à la force vivante qui soutient et préserve la vie. Autrement dit, ce principe féminin ou ce symbole féminin serait associé à des qualités qui devraient être au cœur d'une société pour contrebalancer les tendances avides et prédatrices, pour favoriser le soin, le respect de la vie et le respect apporté aux autres espèces, aux ressources et aux écosystèmes. Et c'est pourquoi l'écoféminisme soutient que l'écologie doit être féministe, sans quoi elle est vouée à l'échec sur le long terme. Deuxième infléchissement, ou deuxième apport aux buts et idéaux écologistes, une reconfiguration conceptuelle assez radicale. Puisque même les versions politiques de l'écologie tendent à aborder les problèmes et les solutions en des termes qui restent ceux de la pensée occidentale. Il s'agirait juste, et ce qui serait déjà beaucoup, mais de mieux répartir les ressources et les nuisances, de mieux partager le pouvoir de décision, etc. Autrement dit, de corriger le modèle actuel, soit à la marge, soit d'une façon plus radicale, et qui s'inspire généralement de concepts et d'idéaux marxiens, donc abolir le capitalisme, lutter contre l'impérialisme, ou d'idéaux anarchistes, d'autogestion, biorégionalisme, etc. Bref, de concepts qui, si révolutionnaires soient-ils, sont tous hérités de la tradition philosophique occidentale. Et l'écoféminisme, au contraire, cherche en permanence à interroger et à dépasser la façon occidentale de penser et de s'exprimer, qui ne serait selon lui qu'un langage faussement universel, parce que hégémonique. Et l'écoféministe tente donc de mettre en œuvre un changement de paradigme, à la fois idéal et matériel, en puisant pour se faire dans des traditions de pensée et des pratiques non occidentales, et s'exposant au risque d'être taxé de folklorique, de ridicule ou d'irrationnel, ce que ses adversaires ne manquent pas du tout de faire, ou même de l'intérieur de l'écoféminisme. Il prend au sérieux certaines approches non occidentales du réel, en particulier d'un côté certaines cosmologies ou cosmovisions, comme c'est un terme qu'on trouve souvent actuellement, amérindiennes ou aborigènes, teintées d'animisme ou de totémisme, pour reprendre les termes de Descola. Et ça conduit certaines auteurs écoféministes à décrire la Terre comme un être vivant, voire une mère sacrée, à qualifier les animaux non humains et les plantes de frères ou de parents auxquels nous devons respect, et à penser la justice environnementale non pas au seul niveau de l'humanité, mais au niveau de la communauté biotique. C'est-à-dire qu'est-ce qui serait juste environnementalement, pas seulement entre les humains, mais entre tous les êtres qui se partagent le monde, toutes les espèces animales, végétales, qui se partagent le monde. On voit ça par exemple dans le texte 6 donc de Caroline Merchant. Donc, à l'instar de la conviction amérindienne qu'il existe un faisceau sacré de relations et d'obligations entre tous les êtres, notre éthique du partenariat est ancrée dans l'idée de relations et d'obligations mutuelles. Les arbres, les rivières, les espèces menacées, les groupes tribaux, les coalitions minoritaires, les citoyens activistes y trouvent tous une représentation. Donc voilà cette inspiration. Et à part ces cosmologies-là, comme je l'ai dit, il y a aussi certains courants métaphysiques hindouistes ou chinois dont les concepts sont repris pour dépasser la conceptualité occidentale. Une influence qui s'exprime par exemple dans une conception, dans les textes écoféministes, des phénomènes physiques et biologiques en termes de flux d'énergie, de cycles, et aussi dans une forme de sacralisation. En ce sens, l'écoféministe radicalise et réoriente
les outils conceptuels, les objectifs et les modes d'action du combat écologiste, et cherche à lui donner une véritable portée universelle, c'est-à-dire post-coloniale ou post-occidentale. Enfin, par conséquent, le troisième apport majeur de l'écoféminisme aux buts et idéaux écologistes consiste dans une totale inversion de perspective, puisque généralement, comment conçoit-on la meilleure répartition? Quand on veut une meilleure répartition des ressources et du pouvoir, comment la conçoit-on? Souvent, la justice environnementale, en parlant de meilleure répartition des ressources et du pouvoir, pense implicitement à un accès des plus démunis, donc des plus pauvres ou des minorités ethniques ou des peuples du Sud ou des femmes, selon l'axe choisi, un accès au même statut et aux mêmes droits que les plus favorisés. Autrement dit, un accès à ce que Vandana Shiva appelle les privilèges des vainqueurs. Un environnement sain, le pouvoir de choisir son habitat, de la nourriture bio, etc. Et Vandana Shiva et Mariamis appellent cet objectif la stratégie de rattrapage. C'est-à-dire il s'agirait en quelque sorte d'une égalisation des conditions par le haut, que ceux qui seraient restés en bas ou à la traîne rattrapent ce duo. Mais elle montre qu'une telle manière de concevoir le changement est irréaliste et critiquable à plusieurs égards. Irréaliste car elle ne tient pas suffisamment compte des limites de notre planète, en matière de ressources énergétiques et biologiques, en matière d'espèces, de capacité de régénération des sols et d'absorption des pollutions, etc. Et loin de tout prométhéisme, l'écoféminisme cherche à aborder la réflexion en gardant toujours en tête une vive conscience du caractère fini de notre planète et de notre dépendance à son égard du fait de notre nature de mammifère. En outre, cette stratégie de rattrapage est critiquée pour ses biais centristes, puisque le modèle à atteindre est celui des dominants, et plus largement parce qu'elle reste prisonnière d'une pensée hiérarchique ou pyramidale. Contrairement à l'écoféminisme, le but général est de faire, ou le but assez répandu est simplement de faire accéder plus de gens au sommet de la pyramide et pas d'abolir la structure pyramidale elle-même. C'est pourquoi à cette stratégie de rattrapage, l'écoféminisme substitue la perspective de subsistance, c'est un terme de Vandana Shiva et Mariamis. Dans cette nouvelle optique, la satisfaction, donc je crois que j'ai cité ce texte, donc il y a 2 extraits de écoféminisme, donc les textes 5. Donc l'écoféminisme part d'une préoccupation pour ces victimes qui, depuis la marche de l'homme blanc vers le domaine de la liberté, ont payé cette liberté par la négation de leur propre subjectivité, de leur propre liberté, et souvent de leur base de survie. Outre les femmes, ces victimes incluent aussi la nature et d'autres peuples, les colonisés et naturisés, qui ont été ouverts à la libre exploitation et à la subordination, transformés en autres, en objets, dans le processus d'émancipation des sujets européens masculins et leur émancipation du domaine de la nécessité. Vu par ces victimes, le caractère illusoire de ce projet, donc ce projet c'est justement cette stratégie de rattrapage, que tout le monde accède aux privilèges des vainqueurs, devient clair. Et donc à ce projet, elle substitue la perspective de subsistance, qui est exprimée dans la 2e citation. Notre universalisme ne s'occupe pas de droits humains universels abstraits, droit à un logement sain, mais plutôt de... c'est un mauvais exemple, l'exemple que je viens de donner, je retire, mais plutôt de besoins humains communs qui ne peuvent être satisfaits que si les réseaux et les processus qui soutiennent la vie demeurent intacts et vivants. Et donc, l'idée, c'est que, comme le dit Mariamis, la satisfaction de nos besoins basiques est à la fois le but et le chemin, pas seulement dans le sud, mais aussi dans le nord. Donc pas seulement pour les plus pauvres ou les minorités ou les foyers pauvres de mères célibataires, mais pour tous. Ce qui fait que l'écoféminisme est un courant foncièrement décroissant. Alors cette conclusion décroissante pourrait sembler déprimante, mais ce que soutiennent les écoféministes, c'est que cette restriction de nos ambitions matérielles est en fait, dans une planète finie, la condition de possibilité d'un modèle de civilisation vraiment écologiste et d'un partage réellement juste entre tous les êtres vivants de la planète, et pas seulement entre les humains, et de la floraison de cultures qui exprimeraient librement leur diversité. Bref, du remplacement de notre vieux système monde pyramidal par une civilisation nouvelle, celle, pour citer Starhawk, donc encore une autre écoféministe, du cercle et de l'immanence, et donc voilà, qui s'exprime... Bon, alors évidemment, c'est caricatural, hein, c'est l'opposition de ces 2 schémas, mais voilà, qui exprime un peu cette idée d'un appel à une mutation totale et pas d'une réforme partielle. Voilà.